Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour un tout nouveau format, a new format. J'en avais un peu marre de tout le temps être devant mon écran pour vous montrer des trucs et aussi pour préparer mes campagnes. Dans mes dernières campagnes, la Shadow March que je vous ai partagée, vous l'avez remarqué, j'étais à préparer sur Legend Keeper et je me suis rendu compte au bout d'un moment que même si c'est quand même pas mal pour retrouver les infos et tout, ça faisait que j'étais tout le temps devant mon écran, quoi. C'est-à-dire pour bosser, puisque je travaille de chez moi, pour faire du world building, pour préparer mes parties de jeux de rôle, etc. Alors, évidemment, par moments, j'allais faire des trucs sur papier, mais quand même, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Et le fait de préparer sur les Legend Keeper aussi, ce que ça a changé, c'est que ma préparation, elle est plus autant chronologique qu'avant. C'est-à-dire que voilà, j'ai des dossiers à l'intérieur desquels j'ai des sous-dossiers, à l'intérieur desquels j'ai des trucs et tout. Bon, honnêtement, c'est ultra cool. Je dis pas que c'est pas pratique, ni que ça peut pas fonctionner, ni que je me suis pas amusé à faire ça. Mais là, pour la suite de la Shadow March et aussi pour la prochaine campagne que je vais lancer et qu'on va un peu préparer aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un truc plus chronologique, préparation à la semaine, etc. et de revenir sur du papier. Donc là, voilà. Du coup, pour inaugurer cette nouvelle phase, je me suis pris un nouveau carnet. Alors avant, j'étais très carné. Et je parle pas de régime alimentaire, mais bien de préparation de campagne de jeu de rôle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année dernière, j'avais commencé la première Shadow March qui était en table ouverte. Et j'étais sur ce carnet là, où je m'amusais. Je laissais plus vagabonder mon esprit. Je mélangeais plus, on va dire, l'écrit et le gribouillage, le dessin. Et le fait de partir sur Legend Keeper, parce que ça a fait, c'est que je faisais moins ça. J'étais plutôt en mode, je vais aller chercher des images sur Internet. J'étais plutôt en mode, je passe beaucoup de temps à organiser les informations plutôt qu'à juste essayer de raconter des choses, de m'inspirer et tout. Donc ça fait longtemps que voilà, j'ai arrêté de préparer dans un carnet. Alors bon, j'utilise toujours le papier en partie pour prendre des petites notes, genre ouais, il y a machin, il a plus que 1 HP et dans 2 rounds, son sort, il s'arrête. Mais je préparais plus sur le papier. Et le papier, ça a plein d'avantages. Ça a l'avantage que c'est complètement freeform, son utilisation, et également que je suis pas obligé d'être devant mon PC pour préparer, et également que je me disperse moins, mais ça amène aussi son lot de contraintes, c'est-à-dire que beaucoup plus difficile de me retrouver dans les informations, donc forcément, je vais plus créer en allant au fur et à mesure que la campagne avance, plutôt que de me créer une sorte de base de données, un truc complexe, mais c'est pas gênant parce que justement, j'ai envie de revenir un peu en arrière sur ma méthode, avec les leçons, on va dire, acquises de la Shadow March pour venir faire en sorte que ça prenne une nouvelle forme. Donc là, je suis devant un nouveau carnet et on va tout de suite écrire dessus pour péter le syndrome de la page blanche. Donc on va lui donner un nom. Ce carnet, il va me servir à recueillir ma nouvelle campagne. Ou plutôt mes nouvelles campagnes qui vont plus être sous forme de chroniques, qui vont pas forcément être liées entre elles. Et j'ai décidé de changer un petit peu de nom d'univers aussi. Donc on va inaugurer ce nouveau nom d'univers. Alors c'est un nom que je me trimballe aussi et que à chaque fois, des fois quand je fais des campagnes, je me dis ah ouais, il est stylé ce nom, c'est ça qu'il faut que je fasse. On va l'utiliser, on va l'appeler Chronique de Calgorn. Chronique de Calgorn. Et avant d'aller réfléchir à ce que je vais faire exactement en session 0 pour cette campagne que je vais commencer jeudi. Alors sûrement que vous allez le voir cette vidéo la semaine où on va commencer la campagne avec des nouveaux joueurs avec lesquels j'ai joué juste sur des petits one-shots et tout, et on va voir si on arrive à faire une petite campagne. On va se faire des petites notes d'intention, voilà, tout simplement. Donc, la première chose, c'est retour sur le papier. La deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est essayer d'avoir quand même une petite organisation, c'est-à-dire que sur le carnet, j'ai envie d'avoir d'un côté les questions et d'un autre côté les réponses, c'est-à-dire essayer au fur et à mesure de la campagne, sur la partie gauche, de faire ma préparation de la séance, ce que j'ai envie de montrer, noter mes monstres, préparer un peu, que je compte jouer, quoi. Prendre mes notes de session sur la page de droite et à la fin de la session, essayer de répondre à des questions sur ce qui s'est passé pendant la session pour que de session en session, je puisse facilement retrouver des infos. C'est-à-dire que si par exemple il y a un PNJ qui a été rencontré, les PJ n'ont pas interagi avec lui, et sur ma page de droite, il faut que je statue sur ce qu'il advient de ce PNJ qu'ils n'ont pas rencontré, par exemple. Il faut que je prenne des notes sur ce que les PJ font, mais aussi sur l'impact de ce qu'ils n'ont pas fait pendant la session. Et comme ça, au fur et à mesure, par rapport au récit, je peux me retrouver. Aussi, je pense qu'il faut que je me concentre vraiment sur la session, sur ce qui est joué,
qui va être joué. Si j'ai envie de m'amuser à faire du world building ou je sais pas quoi, ou à faire du gros brainstorming n'importe quoi, je vais essayer de le faire séparément pour que ça reste relativement propre. C'est-à-dire la page de gauche, normalement, elle doit être relativement propre parce que c'est ce qui va me servir pendant la session. La page de droite, ça peut être un peu plus le bordel vu qu'il y aura les notes de session. Mais pour reprendre l'analogie avec le Sandstorm, le jouable et le joué, ici, il faut qu'il y ait du jouable et du joué, pas des gros brainstorming qui viennent tout crader et tout. Alors, honnêtement, en allant, je verrai bien. Donc ça, c'est vraiment le côté comment j'utilise le bouquin. Maintenant, ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est déterminer un peu plus c'est quoi l'idée avec les chroniques de Calgorn. Donc l'idée ici, ça va être de jouer plusieurs campagnes qui sont pas forcément aussi longues que la Shadowmarch, ou en tout cas qui n'ont pas forcément pour propos de raconter l'histoire d'un groupe de personnages du début à la fin. Donc plusieurs campagnes, plus ou moins liées entre elles. Je vise en fait une sorte de découpe en arc relativement court, c'est-à-dire peut-être 10-12 séances. Comme ça, à la fin d'un arc, s'il y a quelqu'un qui a envie de partir, il peut partir. Comme ça, à la fin d'un arc, on se questionne sur c'est quoi la campagne suivante, qui veut rester, qui s'en va. Est-ce qu'on reste sur le même setting, entre guillemets, ou est-ce qu'on continue ce setting, par exemple, dans le temps, ou alors on visite un endroit un peu différent de ce setting, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus épisodique, d'où le nom chronique. Là où la Shadowmarch, en fait, même si elle est découpée en actes, on va dire que c'est plutôt des actes, comment expliquer ça, qui se font naturellement en jeu. C'est moins moi qui dis, ok, on va renouveler le concept. C'est moins moi qui statue sur le fait que à un moment donné, on va faire une ellipse à l'avance, etc. Là, l'idée, c'est que ce sera sûrement moins bac à sable, puisque on va avoir peut-être cette contrainte de temps un peu en tête. Alors, ça veut pas dire qu'on est obligé de la respecter à la lettre, etc. Mais dans l'idée, quand on arrive vers 10-12 séances, ça veut dire que moi, je vais sûrement accélérer les événements pour qu'on arrive plus ou moins vers une conclusion. Et que aussi, les PJ vont être au courant de ça. Et ils vont pouvoir se mettre dans les bonnes dispositions pour arriver vers cette conclusion, quoi. On va avoir, le but, c'est que on ait une conversation assez transparente là-dessus pour l'évolution. Le jeu, il va être motorisé par Shadow Dark, avec lequel je pense que je vais utiliser des règles peut-être maison, mais aussi des règles spéciales. C'est-à-dire que en fonction du ton qu'on veut donner à cet arc, c'est pas impossible qu'on utilise un petit peu les modes of play de Shadow Dark. Par exemple, je vais vous montrer quelques idées que j'ai eues. Hop, je prends mon bouquin. Donc, les modes of play, c'est où? Voilà, c'est ici. Par exemple, on a le Blitz mode qui fait que nos torches vont s'éteindre beaucoup plus vite. Bon, a priori, là, j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais moi, les trucs qui me font un peu de l'œil, c'est par exemple utiliser le Deadly mode. Ça fait que, par exemple, on meurt beaucoup plus facilement. Ça peut être intéressant pour jouer une campagne ou, par exemple, un arc où on veut jouer une compagnie, où on veut jouer un groupe, par exemple, de mercenaires. Et on sait que sur la durée de nos 12 séances, peut-être que nos mercenaires, ils vont mourir et on va en jouer d'autres. C'est-à-dire que immédiatement quand un personnage meurt, on sait déjà qu'on peut en reprendre un autre. Et on va créer, par exemple, je sais pas, une vingtaine de mercenaires. Vous voyez, la compagnie noire, ce genre de délire. Et on sait que nos personnages sont ultra fragiles et qu'on peut en reprendre d'autres dans la compagnie. Ça peut être un concept. Ensuite, il y a le Grinder mode. Le Grinder mode, ce que ça fait, c'est que on récupère beaucoup moins vite nos points de vie. Ça, ce que ça peut permettre de faire, c'est par rapport à la Shadowmarch, par exemple, où on récupère assez vite nos points de vie, c'est que sans pour autant que les PJ soient forcément plus fragiles, c'est plutôt qu'ils récupèrent moins vite, on va changer plus souvent de personnage. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément plus de morts en soi, mais ça veut dire que peut-être notre personnage, à un moment, il va être blessé et il va devoir se reposer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et donc on va devoir jouer un autre personnage en attendant, et ça va nous permettre d'avoir une sorte de récit choral où, à la fin d'une session, la plupart du temps, un PJ les PJ qui auront des points de vie, on les verra pas la fois suivante parce qu'ils se reposent. Ce genre de délire-là. C'est plutôt un truc qui va ralentir les PJ, faire qu'ils doivent se reposer plus longtemps et donc jouer sur le temps plus long. En fait, c'est plutôt ça l'idée. Là où le Deadly Mode, ça va plutôt être qu'on peut mourir très vite. Ça va permettre de jouer sur le temps plus long et plus de personnages. Ensuite, à l'inverse, si par exemple, à un moment donné, je me dis, ah là, ce serait quand même stylé, je sais pas, on a fait un arc où on a joué des mortels qui sont vraiment, voilà, qui récupèrent lentement et tout avec le Grinder mode. À un moment donné, je sais pas, ils obtiennent des pouvoirs divins, d'un seul coup, ils deviennent beaucoup plus puissants, ils deviennent les héros de la prophétie, entre guillemets. À ce moment-là, on désactive le Grinder mode et on active le Pulp mode. C'est-à-dire que ça change les règles pour ces personnages-là. On change pas d'univers et tout, mais d'un seul coup, ils sont beaucoup plus forts. Il y a une sorte de justification narrative
sans forcément dire que les personnages sont plus forts en soi, on admet juste, c'est presque méta, qu'ils sont destinés à des grandes choses et que du coup, on change les règles pour eux et ça fait que par exemple, ils peuvent avoir plus de lock tokens ou alors ils peuvent avoir des lock tokens dès le début de la partie. On peut même éventuellement utiliser le momentum mode qui fait que par exemple, les jets de dégâts explosent, vous voyez, ils deviennent des dés explosifs, etc. Donc avec ça, on va pouvoir venir changer de ton d'un arc à un autre, etc. Donc ça, c'est vraiment une des idées que j'ai en tête aussi. Et qu'est-ce que je peux noter d'autre? Si ici, j'essaie de rassembler les grandes idées, etc., et que je veux pas continuer à rajouter des idées là-dessus, je pense que je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va passer un petit peu au brainstorming de la session 0 que j'ai envie de faire. Donc moi, ce que j'ai envie de jouer, c'est un truc de Vikings. Alors pas à proprement parler de Vikings, c'est pas un truc historique, c'est plutôt sur les clichés nordiques et anglo-saxons, etc. Donc j'ai déjà une carte. Je pourrais peut-être vous la montrer au propre en conclusion de la vidéo. Mais je me suis déjà fait une sorte de carte qui ressemble à peu près à ça. Ça, c'est plus ou moins Calgorn. Calgorn, donc c'est l'endroit où on va jouer. Donc mon but, c'était de resserrer un petit peu le ton par rapport à la Shadow March, de créer un univers un peu plus contenu dont on connaît les frontières et dans lequel on va jouer. Donc l'idée, c'est d'être sur de la fantasy, on va dire, à la fois peut-être arthurienne, à la fois peut-être nordique, à la Skyrim. Après, de manière un peu virtuelle, j'imagine bien un continent vers lequel on pourrait se diriger. Mais on va dire que ce continent, c'est pas le centre de la campagne. C'est plutôt un truc en fond qui sert de décor, par exemple, pour des invasions ou justement aller faire de l'exploration. Mais globalement, j'ai envie de raconter des histoires des peuples qui vivent sur Calgorn et qui sont des peuples plus ou moins nordiques. Pour la première campagne que j'ai envie de jouer, moi, mon idée, c'est de proposer aux PJ de créer une communauté, Donc, c'est-à-dire que très certainement que je leur présenterai cette map et je leur dirai, bah voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, etc. Où est-ce que vous verrez bien votre petit village exister? Là, l'endroit que vous allez défendre et tout. Le premier arc, ce sera ça. Et on jouera des personnages niveau 1, voire peut-être même on fera un grinder, je sais pas. Je pense plutôt niveau 1, honnêtement. Et voilà, en fonction de ce qu'ils trouvent stylé sur la carte, parce que par exemple ici, vous voyez, il y a des montagnes, là il y a des rivières, là il y a des sortes de karstes. Ici c'est un peu une zone marécageuse, là il y a des collines, là à nouveau il y a des montagnes, ici c'est une grande forêt, ici c'est plus des terres glacées, etc. Il y a déjà de quoi s'inspirer un petit peu. Et eux, la première action que je vais leur demander en session 0, c'est de choisir l'endroit où ils veulent être. Et à partir de l'endroit où ils veulent être, on va venir zoomer. Hop là, on va venir zoomer et on va essayer de définir déjà un peu la topographie de l'endroit où ils sont, placer quelques bâtiments. Chacun va pouvoir, chacun à son tour, venir poser des trucs un petit peu pour construire cet endroit. Peut-être que, je sais pas, ils vont décider qu'il y a une petite palissade, qu'il y a des quais, qu'ils ont leurs petits bateaux là, comme ça. Si on est dans un truc nordique, ils vont sûrement avoir des petites maisons longues. L'idée, c'est que chacun ait l'opportunité non seulement de définir un petit peu quel est le mode de vie de la communauté qu'ils vont créer, mais aussi qu'ils puissent statuer plus ou moins sur des personnages importants, par exemple comme qui est le Jarl. Est-ce qu'il y a, je sais pas, dans leur village, une voyante ou un voyant, quelqu'un comme ça, qui sont, on va dire, plus ou moins les PNJ importants de la vie locale, quoi. Ensuite, il faut qu'ils statuent un petit peu sur des problèmes, des conflits. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils vont pouvoir déterminer, commencer à tracer un petit peu, on va dire, quelques relations avec leurs voisins. Donc, c'est-à-dire que à la fois, ils vont créer des connexions entre les PNJ de leur communauté, genre machin déteste truc, qui aime machin, qui est jaloux de truc. Ça permet de créer une sorte de petite dynamique dans le village. Le but, c'est pas d'écrire la campagne à l'avance, mais c'est de créer une situation de départ. Et ensuite, parmi les problèmes qu'ils peuvent avoir, il peut y avoir des problèmes de voisinage, il peut y avoir des problèmes de ressources, de dangers proches, non humains, quoi. Genre, je sais pas, moi, il y a des créatures, etc. Et en fait, voilà, on essaie de créer un peu leur situation de départ. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, on va dire, en session 0. Et ensuite, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est créer leur personnage. Et donc ça, on va dire que c'est étape 1. Étape 1, la communauté. Étape 2, dans la même soirée, étape 2, on tire des personnages. Ils tirent aléatoirement leur stats, tirage des personnages. Et là, l'idée pour moi, c'est de venir leur proposer la liste de classes qui va être autorisée pour la campagne. Alors je pense qu'il y aura que des humains. C'est un truc humano-centré pour que toutes les autres races humanoïdes, etc., en tout cas dans cet arc, soient quelque chose
d'étranger, quoi, et qu'on essaie de comprendre pour qu'il y ait un côté un peu plus mythique, un peu moins gonzo. Donc, à mon avis, ce sera humano-centré. Alors, je pense que même s'ils ils peuvent créer que des humains, ils auront quand même l'opportunité de choisir parmi les traits de toutes les autres races disponibles, sauf, bon, ils pourront pas aller chercher je sais pas, un drachéide qui crache du feu, ça n'est pas possible. Mais ils pourront, voilà, s'ils veulent être très résistants, ils peuvent prendre la capacité du nain. S'ils veulent être un bon archer, ils pourront prendre la capacité de l'elfe, etc., etc. Mais sinon, eux, ils vont jouer les humains. Ensuite, pour moi, il va s'agir de déterminer les classes disponibles. Alors, les classes disponibles, pour moi, ça va dépendre un petit peu de quel genre de communauté ils ont voulu faire. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas purement un truc de viking. Moi, je pense quand même créer une sorte de découpe à l'avance, leur présenter quelques éléments de contexte, mais vraiment très légers. C'est-à-dire que ici, ces petites îles-là, c'est un endroit mystérieux où ils peuvent pas être. Ça, c'est une première chose. Je pense que ici, on va être plutôt sur le côté d'inspiration anglo-saxonne, enfin même anglaise, j'ai envie de dire tout simplement, britonne d'une certaine manière aussi, puisque l'ambiance, même si c'est pas un truc historique, c'est un peu au Moyen-Âge. Là, ici, on aura peut-être plus, voilà, par exemple, des clercs, des chevaliers, etc. Là où, on va dire, dans la partie centrale, ici, on va plutôt être sur le côté viking, je pense. Et ici, on va être sur un truc d'inspiration. Alors, encore une fois, pas du tout historique, hein, mais un truc un peu, je sais pas comment dire, un peu plus celte, germain, mais encore plus dans l'ambiance, puisqu'ils vivent tous dans la forêt, etc. Et ils sont plus proches, on va dire, des traditions les plus ancestrales ici. Ici, on est plutôt sur des colons étrangers ou alors des Calgorniens qui sont plus influencés par le monde extérieur. Et ici, vraiment, l'entre-deux, j'ai envie de dire. Le cœur de Calgorn, de sa culture, etc. Donc en fait, en fonction de l'endroit où ils vont décider de se mettre, ça va peut-être pas raconter exactement la même chose non plus. Et donc ça va peut-être changer les classes que je vais leur proposer. C'est-à-dire que si ils sont plutôt du côté des Vikings, bah, très certainement qu'ils pourront faire un Sea Wolf, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est surtout compétent pour la navigation, qui peut faire le shield wall, etc. C'est vraiment le guerrier viking cliché. Le seer, pareil. Le seer, par exemple, c'est le voyant. Hein, je pense qu'on pourra le retrouver un peu partout. Mais par exemple, vous voyez, si on va du côté des classes de base de Shadow Dark, je pense que le guerrier, avec sa capacité de porter les armures les plus lourdes et même des armures de plate, etc., ou le priest, ou même, en fait, le magicien, ont plus leur place dans les grands tropes de fantasy qu'on connaît, dans le côté nouveau monde. Alors en fait, je vais tout de suite mettre les noms que moi je donne au truc. Ici c'est le Dolmenir, ici c'est le Nurndirn, et ici c'est la Nouvelle Troea. Je pense que si ils décident d'être en Nouvelle Troea, c'est là où il y aura le plus de possibilités de choix de classe, parce que ce sera certainement un des endroits où il y aura l'église de la lumière, etc. Alors après, ça n'empêche, il peut tout à fait y avoir des classes un petit peu plus exotiques dans les parties hautes, mais en fait, elles sont plus traditionnelles, donc ça va forcément limiter le choix de classe d'aller vers le haut. Ce qui me dérange pas. Après, je sais qu'il y a des gens, ils sont un petit peu bloqués en mode, en fait, le seul moyen de renouveler mon personnage, c'est qu'il ait une classe différente et des capacités différentes. Je pense vraiment que quand on met en avant le côté bac à sable et le roleplay, etc., il peut tout à fait, moi je suis carrément partant pour jouer une campagne entière où on ne joue que des Seawolf, vous voyez. Et évidemment, les PJ pourront peut-être justifier d'autres concepts, puisque les Vikings, ils mélangeaient leur culture avec celle des autres, donc on peut toujours justifier des trucs un peu différents, mais on va dire que ce sera moins le standard. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut jouer un magicien dans une communauté qui se trouve tout au nord, vous voyez, il y a peu de chances qu'une fois qu'il meurt, dans le même village, on puisse remettre un deuxième magicien, puis un troisième magicien, puis un quatrième magicien, ou que tous les personnages soient des races Godai. Enfin, vous voyez, c'est pas impossible qu'il y en ait un dans la campagne, mais c'est exotique pour l'endroit. Et donc, ce sera plutôt l'exception que la règle, je pense. Mais sans même faire une grande liste, etc., je pense qu'on va en discuter avec les joueurs. C'est plutôt une question de bon sens, d'une certaine manière, au bout d'un moment. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'idée de la session 0. Et ensuite, le but, évidemment, c'est que on arrive à la session 1.
Et oui. Et à la session 1, moi, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à introduire une autre facette du truc. En fait, eux, ils vont pouvoir créer un petit peu l'endroit, leurs problèmes actuels, etc. Donc, un contexte, on va dire, matériel, géopolitique, etc. Et moi, j'ai envie d'impulser des événements et que sur le cours de nos 12 sessions, on puisse d'un côté faire émerger des problèmes pour la communauté et d'un côté commencer à faire émerger des problèmes de long terme qui soit seront joués pendant l'acte 1, soit seront joués dans des actes suivants. Et en fait, dans mes inspirations, j'avais pour idée que l'acte 1, je teste différents crayons, vous me direz ce qui est le mieux, j'ai aucune idée, c'est une des premières fois que je fais une vidéo comme ça, j'ai aucune idée de si vous verrez bien tout ça, donc vous me direz. Pour l'acte 1, au-delà des conflits géopolitiques que moi je mets dans quasiment toutes mes campagnes en fait, hein, en réalité, on va dire des conflits... conflits géopolitiques, c'est peut-être pas le bon nom, mais simplement des conflits humains, quoi. Des conflits de factions, des conflits d'intérêts. Comme dans toute campagne, j'aime bien aussi mettre, on va dire, une menace. Une menace globale. Une menace globale. Et je voudrais que, dès la session 1, on puisse commencer à voir les deux. Donc l'idée, c'est que les conflits géopolitiques, je vais sûrement prendre un des problèmes qu'ils ont ici, essayer de l'insérer dans la session 1. Tandis que pour la menace globale, je pensais faire un fonctionnement en signes. Donc l'idée, c'est des signes noirs en fait. C'est-à-dire que j'avais pour idée de faire quelque chose du type grosse prophétie, retour d'un mal ancien, genre vraiment un truc assez classique de fantasy, et que dans l'acte 1, on commence à avoir des signes. Et les signes vont se déployer petit à petit et ça va être vraiment ténu. Et si ça tombe dans cet acte 1, il n'y aura que le premier signe. Ce sera pour poser une ambiance, mais de ce signe vont découler des conflits géopolitiques. Parce que si on a un côté spirituel, un côté prophétie dans le setting, dès lors qu'il y a un signe qui peut être interprété par des voyants, etc., comme le retour d'un mal ancien et tout, forcément, ça crée de la peur. Et quand la peur s'insinue, ça commence à générer de nouveaux problèmes. Donc voilà un petit peu, on va dire, ça c'était le gros brouillon là. On va retourner donc dans notre livre officiel. Donc, on a dit que finalement, la session 0 va permettre de quasiment tout faire émerger. Donc, qu'est-ce que moi, je peux concrètement préparer avant la session 0 ? Je pense que ce que je peux faire, c'est me mettre un peu dans le bain. Commencer à noter juste des idées dans lesquelles je vais pouvoir venir piocher. Alors, j'avais déjà commencé à le faire dans un autre carnet. Et on va venir amener ça ici. Et donc, j'avais plusieurs idées à faire ressortir. Déjà, essayer de lister, à ce crayon-là, vous allez rien voir. Déjà, essayer de commencer à lister des idées de factions. Parce qu'en fait, moi, mon but, là, pendant la session 0, c'est de pas venir complètement les mains vides. Parce que sinon, en fait, le ton de la campagne, déjà, va complètement m'échapper. C'est-à-dire que je vais peut-être me retrouver avec toutes leurs idées à jouer un truc auquel moi, j'avais finalement pas vraiment envie de jouer parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ou alors, face au fait que la session 0 n'avance pas vraiment à toute allure. Vous voyez, on galère un peu à trouver des idées. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un peu de liant et des ressources dans lesquelles venir puiser pour tout simplement préparer le setting de départ. Donc moi, je vais avoir besoin de listes d'idées, en fait, vraiment des trucs que j'ai envie de pousser. Et donc, j'ai déjà noté quelques trucs et je vais finalement juste les recopier ici, hein, concrètement. Parmi les factions, moi, je me suis un peu intéressé vite fait aux différents backgrounds que les curse scrolls peuvent proposer de vikings. Et en fait, c'est finalement des métiers, hein, genre bien-nés, pêcheurs, criminels, etc., etc. En fait, je pense on peut globalement traduire ça en faction dans l'esprit, quoi. Même si c'est une simplification, justement, on fait une abstraction et que dans chacune de ces factions, évidemment, il n'y aura pas que des pêcheurs ou que des fermiers ou je sais pas quoi. Ça peut aider à déterminer plus ou moins la philosophie de certaines factions. Donc, par exemple, je pense qu'il y aura sûrement une faction qui va être surtout dirigée par des raiders, quoi, des vikings. Même si les vikings n'étaient pas que des raiders, mais bref. Ensuite, on va avoir très certainement peut-être une communauté de fermiers. Ça peut aussi m'aider à les inspirer pour que viennent définir la communauté dans laquelle ils habitent, quoi. Parce que si je leur dis c'est un truc de viking, peut-être qu'ils vont tout de suite se dire nous on veut juste être dans un bateau et aller piller des trucs, alors que ça peut être un peu différent, un peu plus nuancé. Je pense qu'il peut aussi y avoir les colons troéens, donc c'est-à-dire des gens du continent. Il pourrait y avoir
une faction plutôt où c'est des marchands. Alors, les Vikings, c'était mi des marchands, mi des raiders. Mais globalement, on peut avoir peut-être une faction qui est vraiment plus tournée vers le pillage et l'autre plus tournée vers créer des relations avec le monde extérieur, quoi. Ensuite, on pourrait avoir les druides. Là, c'est les sortes des gens du Dol-Menhir qui sont au nord. On pourrait avoir également une faction, je pense, de juste sauvages, c'est-à-dire des mecs qui sont complètement laissés posséder par des esprits prédateurs qui peuvent être une faction un petit peu comme les grognes dans la Shadowmarch. Et j'avais pensé aussi à faire un truc un peu comme le Rohan, à un endroit que dans Calgorn, il y a un endroit un peu avec des plaines et tout. Et donc, il y aurait la faction des cavaliers, quoi. Enfin, des horsemen, un peu des nomades, quelque chose comme ça, quelque part. Et donc ça, c'est un peu mes idées de faction. Un autre truc auquel j'avais pensé à préparer, c'est de préparer à l'avance, entre guillemets, des dieux. Alors, j'aimerais bien leur créer à chacun une rune, un truc comme ça pour les représenter, pour créer, vu que la campagne va être relativement simple, je pense pas que ça va être une grosse campagne à mystère, beaucoup moins que la Shadowmarch, quelque chose de plus instinctif, j'ai envie de dire, où on peut vraiment se poser plus sur l'ambiance et essayer de connecter avec cette ambiance plutôt que de se tirer, de se couper les cheveux en quatre, je sais plus comment on dit, avec toutes sortes d'indices et 1 milliard de factions entremêlées. Il y a un peu un côté comme ça dans la Shadowmarch. Là, j'ai envie que ce soit légèrement plus simple, mais j'ai envie quand même que, encore une fois, il y ait ce côté, il y a des signes d'une prophétie, etc. Et donc, j'ai envie en fait de créer une sorte de symbolique qui fait que dans certaines scènes, qui peuvent paraître anodines, les PJ puissent potentiellement, au fur et à mesure qu'ils commencent à s'imprégner un peu de l'univers, faire leurs propres interprétations et qui est quand même un petit côté rigolo. Par exemple, je pense typiquement à dans Game of Thrones, vous voyez, le fait que un Stark puisse avoir une sorte de vision, comprendre que la scène avec les loups-garous et le cerf qui est mort, etc. au tout début de Game of Thrones, je trouve que c'est stylé et j'aimerais bien que mes joueurs ils puissent avoir ce genre d'interprétation simple et donc essayer de créer un petit peu une symbolique dès le départ qu'ils vont pouvoir interpréter. Et donc au niveau des divinités, j'aimerais bien leur créer à chacune une rune. Je pense pas que je vais le faire maintenant. Mais il y aura... alors, je sais pas pourquoi j'écris en anglais. Mais il y aura différentes divinités. Donc pour l'instant, j'ai pensé à faire un dieu de la chasse, un dieu de la destinée, un dieu de la guerre, un dieu du tonnerre, un dieu du fer, un dieu des runes, un dieu de l'été et un dieu de la ruse. J'avais déjà choisi des noms. Donc la chasse, ce sera Cornobal. C'est pas forcément des noms tout à fait Vikings, vous voyez, mais ça me dérange pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vibe, mais après, j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc qui, de partie en partie, va commencer à me, comment dire, vouloir me faire un truc pseudo-historique, etc. C'est pas ça l'idée, c'est la vibe que je veux récupérer. Donc on aura Falka pour la destinée, on aura Myrmir pour la guerre, on aura Iovor pour le tonnerre, pour le fer, on aura Tonar, ça aurait pu être Tonar pour le tonnerre, mais ça aurait été un peu bizarre. On aura Dowin pour les runes, Elrin pour l'été, Ardyn pour la ruse. Et j'aimerais bien également leur trouver à chacun un animal. Comme ça, vous voyez, ça pourrait me permettre de faire des codes secrets, un peu ce genre de truc. Alors, je pense que pour la guerre, on pourrait tout simplement avoir un animal ou un symbole, bien sûr. Pour les runes, je sais pas, la ruse, ce sera sûrement le corbeau. Les runes, ça pourrait être un œil, tout simplement. L'été, le plus simple, ce serait le soleil, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si vous avez des idées, vous pouvez me les filer en commentaire, honnêtement, ça me ferait bien rigoler. Genre par exemple un animal qui migre dans des zones nordiques et qu'on ne voit qu'en été. Ça pourrait être une idée stylée, mais là j'ai pas comme ça. Pour la tempête, je pense que ce sera le serpent de mer, plus globalement le serpent. Pour la chasse, ce sera le loup. Pour la guerre, ce sera un sanglier. Ce sera un sanglier. En tout cas, voilà, je pense que je vais essayer de traduire ça en un code. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Iron, du fer. À quoi ça fait penser le fer? Ça fait penser à des mines. Dans les mines, il y a quoi comme genre d'animaux? Il y a des chauves-souris, des rats, des taupes, des vers de terre. Peut-être que le fer, ça pourrait être... ça pourrait peut-être être une divinité qui arrivait un petit peu sur le tard, Iron, puisqu'on a dit qu'au départ, on avait un peuple un peu isolationniste peut-être de Calgorn par rapport au continent et qui peut-être utilisait pas vraiment du fer très puissant, etc. Et qu'en fait, c'est arrivé dans le passé et donc on a une symbolique pour le fer qui est un peu exotique par rapport aux animaux qui pourront vraiment être rencontrés, on va dire, dans le quotidien. Peut-être que ça pourrait être... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Commencer justement à créer une culture un peu plus diverse. Alors évidemment, dans les différents clans, les différents endroits, etc., peut-être ils auront des symboliques différentes, mais là c'est vraiment pour avoir une base.
Mais ouais, pour le faire, je pense que ça va être le cheval. Parce que le cheval aussi, je pense, peut-être il va y avoir ce délire un peu en mode... il n'y avait pas nécessairement de chevaux en Calgorn et ils ont été amenés avec le fer durant la même époque. Un petit peu comme... bah ouais, c'est dans Game of Thrones qu'il y a ça, avec les différentes migrations. Il y a un peu ce symbole-là. Ouais, le cheval, ça me semble pas mal. L'été, un des symboles, ça pourrait être un enfant, tout simplement. Ou tout simplement tous les petits. C'est-à-dire que si on voit le petit d'un loup, le petit d'une vache, le petit d'un lapin, n'importe quoi, ça peut faire écho à l'été en termes d'interprétation et tout. Et pour la destinée, je pense que ça pourrait être... on va rester sur un truc classique, genre un peu par rapport aux Nornes et tout, genre une femme aux longs cheveux. On trouvera d'autres symboles. Il y aura forcément... Il y a jamais qu'un symbole. C'est un peu le cliché justement qu'il y ait un symbole, un dieu qui a un domaine et que chaque domaine soit bien réparti et tout. Là, c'est juste pour avoir une base en fait. Et ensuite, j'essaierai de mettre des runes, d'ajouter un petit peu de trucs, mais je pense que déjà comme ça, c'est pas mal. Ça va me permettre de créer des sortes de signes et de mettre un peu de profondeur à des scènes qui peuvent se passer. Ensuite, les différents mondes. Parce que vous allez le voir à la fin, mon but c'est qu'il y ait aussi une numérologie. Dans les chiffres, il y a du sens. Ça peut créer un petit peu de profondeur. Donc dans les différents mondes, moi j'ai pensé à Calgorn. Donc on va dire que Calgorn, bah, c'est le monde dans lequel les habitants vivent. Donc on va dire que c'est le plan physique, quoi, pour faire simple. Ensuite, on aurait la féerie. Donc là, ce serait une sorte d'entremonde qui peut avoir des côtés sombres et lumineux, donc très classique aussi. Il y aura ce que les Calgorniens appellent la Troéa, et en fait, ce serait le continent, c'est-à-dire c'est l'extérieur, c'est l'étranger, c'est ce qui est en dehors de Calgorn, de leur point de vue. Même si en soi, le continent qui sera voisin de Calgorn ne sera pas forcément un continent qui s'appellera la Troéa. Les Troéens qui viennent en Calgorn amènent ce nom, en fait, je pense. Ensuite, on aura, j'avais pensé au Trahan, c'est le monde des morts. Donc, c'est l'oubli, la mort, l'ancien. Et quand on est suffisamment fort, etc., on arrive à traverser le Trahan, ou en tout cas à ne pas s'y rendre, et on va plutôt rejoindre les Vargas, qui sera genre un monde un petit peu, on va dire, le paradis, le Valhalla, n'importe quel autre concept de ce genre. Ce serait le monde des ancêtres, de ceux qui ne sont pas partis dans l'oubli, etc., qui se sont fait un nom et tout. Et il pourrait y avoir vraiment un côté interaction entre le Vargas et le Trahan, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des héros, finalement, à leur mort, les gens pensent qu'ils vont dans le Vargas, mais ensuite, en fait, l'histoire vient montrer que... Enfin, on interprète leurs actes, leurs interventions sur le monde comme négatifs une fois qu'ils sont, entre guillemets, élevés au statut divin. Et donc, ils peuvent se faire virer du Vargas pour aller dans le Trahan. Et là, ils se corrompent et ils reviennent. Et ils viennent se venger parce qu'ils ont été chassés de la table des Vargas. Je pense qu'il va y avoir un délire comme ça. Ça sert à rien d'être trop précis parce que si je suis trop précis, ça va commencer à avoir un côté scientifique. Ça va enlever du côté mythologique. Donc, je pousse pas beaucoup plus loin les concepts que ça. Ensuite, la fameuse numérologie. Alors, pour moi, le 1, c'est le roi. La reine, c'est l'unité, etc. Le 2, ce sont les âges, c'est-à-dire l'enfance et le fait de devenir un adulte. Le 3, c'est la famille, les deux parents et leur enfant. Le 4, ce sont les directions. 5, ce sont les mondes. Ici, on a 5 mondes, vous voyez. 6 sont les différentes voies. Et donc, pour moi, ces différentes voies, c'est la voie du druide, la voie du marchand, la voie du colon, du fermier, du raiders. Je ne sais pas encore exactement quelles vont être les 6 voies. En fait, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir créer des sortes de conflits philosophiques du genre, si on est dans une société un peu ancienne, très cadrée, en fait, il peut y avoir un peu 6 voies classiques. Et dès lors qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent, genre, je sais pas, je l'ai pas vraiment déterminé. Tiens, on va le déterminer. Il va sûrement y avoir l'artisan, celui qui construit. Il va y avoir peut-être l'explorateur, celui qui s'en va. Le guerrier, celui qui combat. Le druide slash voyant slash machin, celui qui sait, entre guillemets. Le noble, celui qui commande. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque un 6e. Je pense qu'il peut y avoir une voie un petit peu qui est bien vue. Vous voyez, genre style un mec qui part en exil volontairement, un truc un peu comme un moine ou comme un berserk. Vous voyez, une sorte de truc qui sort un peu des sentiers battus, genre celui qui est touché par le divin, celui qui je sais pas quoi. Donc on va dire le sauvage, quoi.
Même si la plupart des gens dans l'époque contemporaine des PJ évitent cette voie, ça reste une voie qu'on considère comme honorable, même si elle demande des sacrifices énormes et qu'elle fait un peu peur à tout le monde. Et en fait, dès lors qu'il y a quelqu'un qui commence à faire des trucs qu'on n'arrive pas vraiment à caser dans ces 6 voies, il va être un peu mal vu et tout, et ça peut créer en fait le fait que les gens connaissent cette numérologie, qu'ils aient des repères qui conçoivent le monde d'une certaine manière avec certains dieux, etc. Dès lors qu'on va commencer à venir chambouler un peu leurs idées, c'est là qu'il va commencer à y avoir peut-être de la xénophobie, des conflits, et lorsqu'on va par exemple se retrouver à un moment donné dans une sorte de procès, quelque chose comme ça, qu'on va devoir décider du sort de quelqu'un, etc., on va s'en remettre à ces signes sur lesquels on se base comme étant les lois de l'existence pour juger tout un chacun. Donc c'est juste des créations de l'esprit, mais qui imprègnent la vision du monde des gens qui habitent en Calgorn. Donc ça, c'est une base que je trouve assez importante, même si on peut l'assouplir, etc., encore une fois, parce que d'un village à un autre, tout le monde ne fait pas la même chose. Et ces choses évoluent sur le temps long. Ça va permettre de créer des refs, genre par exemple, qui vraiment vont donner de la profondeur et un sentiment que l'univers est plus solide que simplement on est des vikings et trop le lol. Ensuite, on a les terres. Les terres sont 7. Donc ça, je pense qu'à terme, je vais essayer de découper ma map de Calgorn que je vous ai montré tout à l'heure en 7 de manière assez logique, avec évidemment peut-être le 0. Ah, le 0, ça pourrait être l'étranger. Un truc comme ça. Et genre la 7e terre, ou la 8e terre que certains considèrent. Il y a des gens qui considèrent que considérer le continent comme une terre, c'est un blasphème parce qu'il y a que 7 terres. Et donc ils veulent surtout pas qu'on dise qu'il y ait 8 terres, parce que 8, c'est le nombre des dieux. Et donc ce serait blasphématoire qu'on vienne à dire qu'il y ait 8 terres, parce qu'il peut pas y avoir autant de terres que de dieux. Enfin, il peut y avoir des délires comme ça, qui peuvent être amusants. Ensuite, il y a les monstres. Et après, je pourrais continuer. Je pourrais réfléchir à des biomes, à des objets qui peuvent être montrés, etc. Commencer, je pense, d'ailleurs, je profiterai... je le ferai peut-être pas dans cette vidéo, mais je profiterai de cette deuxième page pour continuer à noter des idées dans lesquelles venir puiser, pour avoir une sorte de bassin d'idées, mais on va pas continuer beaucoup plus longtemps. Donc moi j'ai noté par exemple en tant que monstre qu'il pourrait y avoir des Drake, des Draugr, je sais même pas comment on prononce ça, les sortes de morts-vivants, les morts-vivants vikings là, des elfes, vous voyez ce qu'il y a dans Skyrim là. Il peut y avoir des nains, des géants, des trolls, des nymphes. Donc pour ça, je suis allé regarder dans le bestiaire de Shadow Dark et dans le bestiaire supplémentaire qu'il y a dans le Curse Scroll. Je suis allé chercher voilà des trucs que je trouve qui pourraient être stylés, que je pourrais mettre dans la campagne tout simplement. Il pourrait y avoir des ours-garous, des spectres. J'ai pensé peut-être que quelque part il pourrait y avoir le Kraken, en pensant au Greyjoy notamment. Il va y avoir sûrement des créatures de la mer, genre des merfolk, des trucs un peu à la Cthulhu, là, un peuple sous-marin. Le Rémoraz, un monstre que j'ai jamais eu dans aucune de mes parties de jeu de rôle. Donc j'aimerais bien le caser quelque part, vu qu'on va avoir peut-être des endroits un peu glacials. Des Valkyries, qui pourront servir un peu comme des anges envoyés par les Vargas et les dieux. Il pourrait y avoir des golems de toutes sortes, genre juste la nature élémentaire de Calgorn qui se réveille. La guenaude, je pense qu'elle va sûrement pouvoir apparaître à un endroit. Des harpies aussi. Peut-être des mammouths. Des mammouths, ce serait rigolo. Je renote ici ce qui était là. Là, j'invente rien, c'est pour ça que ça va très très vite. Ensuite, on aura le cauchemar, c'est-à-dire un cheval fantôme un peu. Des araignées, un smilodon. Donc là, je pense vraiment à des trucs que j'ai vus dans Skyrim, des trucs que j'ai vus dans plein de trucs. Hein. Des wargs. Il y aura peut-être des gobelins. Peut-être pas des orques, etc. Mais des gobelins peut-être. Faut pas que j'ouvre trop de portes. Faut pas. Je pense si je veux conserver un petit peu le ton de l'endroit, faut que je reste quand même globalement sur une certaine cohérence des inspirations. Si j'ai envie de faire un acte où il y a des nouveaux trucs, etc. À la limite, il pourrait y avoir des trucs un peu plus exotiques, de manière très très exceptionnelle, mais qu'on peut pas croiser vraiment par hasard, on va dire. Ou alors si on va sur le continent. Et donc là, voilà, je commence à avoir pas mal d'idées. Alors, comme je disais, je pourrais ajouter peut-être différents biomes qui pourraient m'inspirer. Alors, ils sont déjà plus ou moins sur ma carte. Donc, je pourrais ajouter, inventer quelques mythes. Mais je pense que ça, je ferai en allant en fonction des besoins de la campagne. Et après, une idée globale que j'avais, mais que je vais pas mettre ici parce que là, j'ai envie de garder au propre un peu cette réserve d'idées globales, c'est l'idée que, on va peut-être le mettre ici. Peut-être qu'ici, je pourrais me faire une sorte de sommaire des différents actes. On va dire que acte 1, on peut le résumer en 3 mots, c'est-à-dire une ambiance un peu viking. On va jouer un truc qui se passe autour d'une communauté et on va jouer
aussi le fait qu'il y ait des signes. Un peu comme le signe des cavaliers de l'Apocalypse. En fait, je pense que je vais commencer par faire jouer des événements assez classiques, mais qui peuvent être porteurs de sens, un peu de symbolique et tout. Et petit à petit, à travers ces événements, commencer à m'appuyer pour que ce soit le premier signe du retour genre d'un haut roi qui est mort il y a bien longtemps et qui était un tyran ou je sais pas quoi, ou même pas en fait. Peut-être qu'au début les signes on peut penser que c'est une prophétie bénéfique, le haut roi va revenir et donc les gens en fait essayent de préparer son arrivée, de se couvrir de gloire avant qu'il revienne du monde des Vargas, etc. Et en fait on se rend compte que c'est un truc maléfique, je sais pas encore exactement, mais c'est une des idées que j'ai, on va dire sur la trame plus du temps long, d'un grand front qui avance au-delà de toutes les intrigues qui vont émerger simplement avec le jeu de factions qui seront créées par les PJ. C'est ça mon idée globale pour démarrer cette campagne. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Et puis, je reviendrai sûrement avec plein de notes de session 0 après cette première partie.